Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Je commence le bilan du mois d'avril. En ce moment, difficile de m'en tenir à à deux plutôt vidéos par mois. Petite forme aujourd'hui et mauvais temps, donc ça va de pair souvent avec un mauvais éclairage. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je commence tout de suite avec le premier ouvrage que j'ai lu, donc La légende de Akutaku aux éditions Jungle. C'est un service presse qu'on m'a très gentiment envoyé. En fait, quand j'ai vu la couverture, que j'ai lu le résumé et que j'ai vu la qualité du graphisme, donc on est sur un trait qui s'inspire un peu de ce qu'on peut trouver dans les studios Ghibli, mais avec un côté un petit peu européen. Donc l'autrice s'est l'illustratrice s'est approprié ce style. Et ça en fait quelque chose vraiment d'unique. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on va suivre Yuki, donc qui est muette, et elle parle la langue des signes. Elle est censée être la prochaine chef du village et elle est rejetée par notamment un petit individu de son âge qui lui mène la vie dure, qui a été son ami avant et qui lui a tourné le dos à cause des propos blasphématoires de son père, qui en fait la voit comme maudite, comme elle ne peut pas parler. Et en fait ce livre va traiter des préjugés, de la haine qu'on peut avoir de l'autre quand on ne le connaît pas et quand on ne sait pas qui il est vraiment. Donc voilà, il y a toute une histoire aussi autour de cette créature qui en fait est connue du village comme étant mauvaise quand elle apparaît et qui augure de mauvais présages. On va rentrer dans un roman en fait qui aide à combattre les préjugés, que ce soit sur cette créature ou sur Yuki, notre jeune héroïne, et ça va mettre en lumière aussi que lorsqu'on a un handicap physique, on peut quand même faire de grandes choses. Et franchement, c'était extrêmement touchant. C'est pas comme un roman, une BD où on peut facilement avoir des émotions, et malgré tout, vers la fin, j'ai quand même eu les larmes aux yeux. Ouais, je m'en rappelle. Ça m'a émue. Et l'illustratrice, je vais y arriver, le dit, il y a tout un petit laïus à la fin sur quelle langue des signes elle s'est inspirée, parce qu'il y en a plusieurs et on apprend des choses. Et aussi le fait que la légende du Akutaku existe bel et bien. Pour la suite, j'enchaîne direct avec Princesse déchue parce qu'en fait je l'ai terminé ce matin et j'ai très envie de vous en parler. En fait c'est vraiment un énorme coup de cœur. En fait il y a des livres qui même si vous refermez la dernière page, restent ouverts en vous. Et là c'est clairement le cas. En plus c'est un super petit livre poche de chez Vibes. Enfin je trouve qu'ils l'ont vraiment bien mis en valeur et c'est tellement rare. Déjà un brochet avec un jaspage, mais alors un poche avec un jaspage, enfin je trouve qu'il claque tout de suite dans une bibliothèque quoi, pour ceux qui aiment les objets libres. Donc là, on va suivre Eira, qui est en fait une princesse déchue, comme le titre l'indique. On va assister même à la prise de son château par l'ennemi. Et il va y avoir toute une intrigue politique autour d'un autre peuple qui s'appelle les Chevaucheurs, peuple qui est censé être l'ennemi commun de celui qui a envahi son propre château et le peuple des Lysors dont elle fait partie. Ce peuple a la particularité de se lier aux dragons, ce qui fait terriblement peur aux habitants de l'autre côté de la mer, dont le royaume d'Eira, l'héroïne, qui est, comment vous la qualifiez, maladroite, bornée, têtue, elle est pleine d'esbroufs, elle est en même temps très courageuse, hein, on peut avoir ces deux qualités, cette qualité et ce défaut-là, j'ai envie de dire. Elle a un sens de la répartie, mais c'est à mourir de rire parce qu'en fait elle va rencontrer et être obligée de collaborer avec le peuple ennemi, donc un fameux chevaucheur, je ne vous en dis pas plus. On est sur la trope, on est sur la trope, pardon. On est sur la trappe Grumpy Grumpy. Proximité forcée, il va y avoir un one horse, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce que je pense de cette trope et ce que ça veut dire. Donc on est sur une romantésie, hein. Il va y avoir par contre un bon équilibre entre les complots politiques et la romantésie. Le world building est quand même construit derrière. Pour la comparaison, je le comparais au Pont des Tempêtes, si vous voulez, pour cet équilibre entre la romance et tout ce qui va être intrigue à côté. Il y a un rythme, c'est super prenant, en fait, il y a beaucoup d'action, et quand il y a moins d'action, on est sur une plume incisive, presque instinctive, c'est
indécent comment cette plume est prenante en fait. C'est un réel coup de cœur et j'ai envie de lire tous les livres de Elsie Blake. Vraiment, il sort du lot. J'ai eu beaucoup de coups de cœur depuis le début de l'année, mais celui-ci, on est sur le niveau au-dessus pour moi. Et vraiment, j'ai rigolé dans les passages voilà, où c'était peut-être entre guillemets un petit peu plus creux parce qu'on n'est pas dans des combats, on n'est pas sur des scènes spicy. D'ailleurs, dans ce livre, il n'y a pas, en tout cas encore, de spicy. Parce qu'on est sur une romance slow burn, donc qui se met tout doucement en place. Mais croyez-moi, il y a de quoi vous accrocher quand même. Le mot de la fin, il y a en plus quelque chose à retenir de ce livre, en plus de la romance, des intrigues politiques, l'humour qui vous fait bidonner de rire, il y a quelque chose à retenir, c'est que la noirceur n'est pas toujours là où elle semble être et qu'il faut des fois creuser pour avoir la vérité au risque de tout voir s'effondrer. Que c'est un super super beau message caché derrière une romantaisie. Vraiment vraiment mais énorme coup de cœur, mais lisez ce livre. Un très très joli service presse de Rivka Édition. Vous savez, vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition française qui est encore assez petite mais vraiment elle a le vent en poupe. Voilà. C'est des livres à la dimension que j'adore. Je trouve que c'est vraiment parfait. Je ne sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais la prise en main est plutôt pas mal. On est sur du grand format, mais pas non plus ceux, vous savez, qui sont hyper encombrants quand vous lisez. Je trouve qu'il est parfait. Donc c'est de Priscilla Grano, c'est Les Héritiers des Chimères, et là on est plutôt sur une high fantasy, avec vraiment une toute petite romance en fond, qui est quand même très très belle, et qui en fait va vous happer comme un courant de fond. Mais vraiment, ça va arriver tout doucement et ça vous prend, ça vous retourne, ça vous emmène dans une histoire. Histoire qui est très originale, donc on est plutôt dans de la Chine antique, où en fait il va y avoir l'empereur qui va décéder. Il va y avoir des divinités qu'on va appeler les chimères dans cet univers, et en fait elles vont conférer à l'héritier du trône un pouvoir particulier. Quand le souverain meurt, forcément une chimère va transmettre son pouvoir au prochain successeur au trône. Li Peng, le conseiller fidèle du roi, c'est important de le dire parce qu'ils sont pas toujours fidèles les conseillers, va en fait pour aider la fille de l'empereur à avoir le don, fille de l'empereur qui est toute petite, va donner l'ordre de tuer tous les enfants qui sont nés à la même date que la mort de l'empereur. On va les appeler les maudits. Donc en fait, ils vont traquer tous ceux nés cette nuit, la journée de sa mort, en fait. Et à suivre en fait deux destins, donc celui de la princesse héritière et celui d'un maudit qui a récolté le pouvoir de l'empereur, vous vous en doutez. Et ça va être la traque de toute une vie, donc on n'arrive pas non plus jusqu'à leur vieillesse, mais on arrive jusqu'à ce qu'ils soient adultes, matures, les destins vont se croiser. On va vraiment avoir ce côté qui va dénoncer aussi l'injustice faite au petit peuple, les privilèges qu'une princesse peut avoir, mais en fait elle porte un masque depuis toujours pour se préserver, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle accepte tout dans le fond et qu'elle est fragile. On va avoir un héros avec beaucoup d'humour, avoir un fond de famille très très présent et très franchement qui m'a émue. Et la plume de Priscilla Grano, mais alors ce n'est pas une plume simple, ce n'est pas une plume que je recommande à des personnes qui voudraient se lancer dans de la high fantasy. Enfin, faut savoir que la high fantasy, souvent il y a des plumes beaucoup plus exigeantes, elle en fait clairement partie. C'est une plume d'une délicatesse dont il faut aimer savoir savourer chaque mot en fait. Et vraiment un petit bijou ce livre. Et je pense que c'est pour un public assez niche de la fantasy, mais quand on sait l'apprécier, c'est vraiment une perle. Le Chant de la Tempête que j'ai gagné lors d'un concours, j'étais énormément contente. C'est un livre, vraiment, je lorgnais dessus depuis un moment, et puis faisant attention à la palle quand même cette année,
Voilà, je me réfrénais sur l'achat, je suis très contente de l'avoir gagné et du coup j'en ai profité pour l'entamer directement après réception. Donc c'est une romantaisie, je ne pensais pas, en fait, avant de lire le résumé et avant de lorgner dessus, à la vue de la couverture, sincèrement, je m'attendais vraiment à une fantaisie. Je trouve que ça... J'adore la couverture, elle est magnifique, hein, mais je trouve que ça s'apparentait pas trop à un univers de romantaisie. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir si ça vous fait cet effet-là aussi. En tout cas, canon, parce que le style graphique change de ce qu'on a l'habitude de voir et ça fait du bien que tout ne soit pas pareil. Enfin, moi j'aime beaucoup la différence, je prône la différence, voilà. Donc c'est de Nesrine Amari aux éditions Stardust. L'autrice, je lui ai parlé en message privé sur Instagram, elle est adorable. Franchement, si vous avez envie de discuter avec elle de son œuvre, n'hésitez pas à aller lui parler. Elle est très très facilement abordable et bienveillante. Si vous êtes bienveillant avec elle aussi, bien sûr. Ça va de soi. Donc là, on va suivre Calcie qui rêve de s'enrôler dans la marine royale depuis toujours. Il y a juste un élément qui peut faire que ça ne va pas le faire pour elle, ça peut l'en empêcher, c'est qu'il y a un traître dans sa famille. Et forcément elle se fait repérer par l'impératrice qui va en fait l'envoyer en mission pour aller chercher une boussole magique et elle va être obligée de coopérer en fait contre le prince héritier des mers. Il faut savoir que la marine royale combat le monde aquatique. Donc en fait ils sont vraiment on est dans un Rivals to Lovers, pas vraiment ennemis parce que ils ne se détestent pas eux-mêmes à proprement parler, mais leurs peuples sont ennemis, donc je dirais plutôt des rivaux quoi. Elle va en fait être sous sa garde. D'ailleurs le résumé, il y a juste une petite erreur dans le résumé qui dit que c'est lui qui va la surveiller et en fait c'est l'inverse. Donc ça franchement faudrait le faire remonter je pense à la maison d'édition. Petit côté pointilleux. Le fait qu'ils vont faire équipe, forcément vous vous doutez comme c'est une romantaisie, il va y avoir de la proximité forcée, ça va faire naître des choses en eux, entre le prince qui est captif de l'impératrice, ses pouvoirs sont retenus par des bracelets de fer, elle va finalement être touchée alors qu'en fait elle l'aime pas clairement. De leur collaboration va naître un sentiment naissant et c'est très prenant, ça coche toutes les cases de la romantaisie classique que vous avez envie de lire. Ça peut paraître facile pour certains, mais ça marche. Et on a envie de lire ça. Point supplémentaire, on termine sur un méga gros cliffhanger. La plume, elle est fluide, elle est efficace, ça se déroule facilement sous vos pieds, ça va pas vous demander trop de concentration, mais en même temps c'est très beau à lire. Donc si vous cherchez une fantaisie maritime pour l'été, je vous la recommande chaudement. Alors, je commence comme ça parce que là, on est sur une méga bricasse. On est sur un livre qui fait quasiment 610 pages. Je suis tombée en amour sur la couverture dès que je l'ai vue dans l'application de la maison d'édition, les cover rivals et tout. Le jaspage, il est sublime, mais quand j'ai appris le résumé, comment vous dire, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait c'est pas le genre d'histoire qu'on lit tout le temps, c'est autour de l'univers maritime et vous savez que ça fait partie des codes des lectures que je recherche, que je chasse parce qu'en fait il y en a vraiment trop peu. Vraiment, que ce soit romantaisie, que ce soit fantasy, je trouve qu'on manque cruellement de romans maritimes, de romans avec des pirates et encore plus des romans avec des sirènes. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que sur le livre tout à l'heure du chant de la tempête, Calder, le prince qui est captif, et donc le prince de la mer et du royaume des sirènes. Voilà. Revenons à nos moutons. Alors la transition, j'aurais pu faire un montage, mais je la trouve trop rigolote comme ça, donc je la laisserai comme ça. Voilà. Donc là, on va sur Jane, si je me trompe pas. Voilà. Anecdote, d'ailleurs, il y a un autre personnage qui va s'appeler Gabriel, et vous savez que très récemment, j'ai lu Noblesse oblige de Maïwenn Alix également.
Et elle a son personnage principal qui s'appelle Gabrielle, et pareil, à chaque fois que bon, j'ai un gros coup de cœur pour un livre, j'aime bien contacter l'autrice sur les réseaux sociaux, et en fait je lui ai dit est-ce que c'est fait exprès que là il y a un personnage secondaire qui s'appelle Gabrielle pour en fait faire un petit clin d'œil à votre personnage principal de Noblesse Oblige. Et là, mes réponses pépites de l'autrice, très honnête et très transparente, elle me fait pas du tout. Elle me répond aussi super gentiment, très abordable aussi. Si vous voulez aller lui parler, en plus c'est facile puisqu'on parle la même langue si vous êtes en France. Donc c'est français. Réponse très honnête et transparente de l'autrice. Elle me dit pas du tout. Pas du tout. En fait, elle fait c'est juste que je sais jamais comment appeler mes personnages. Donc en gros, il y a les mêmes prénoms qui reviennent régulièrement. Ça crée un lien entre ces romans. Moi, perso, je trouve ça drôle. C'est un petit clin d'œil en même temps, inconsciemment, bien qu'elle ne le veuille pas forcément. Si, on va suivre Jeanne, qui en fait, quasiment, on peut le dire, hein, elle est maltraitée par sa mère. Elle vit avec sa petite sœur avec elle, et son père est parti à la guerre contre les Anglais, et en fait n'est pas revenu, il est décédé. Son grand frère, ou je dirais simplement son frère, je sais plus si c'est l'aîné de la fratrie ou pas, mais en gros, son frère est parti et n'est pas revenu. Sa mère vire un peu, je pense que ça l'a vachement impacté, ça fait partie du profil psychologique du personnage, et devient vraiment violente avec ses deux filles. Donc Jeanne, elle essaye de protéger Marie, qui est sa petite sœur, dans son village, en Bretagne, et ça fait partie des origines de l'autrice. Donc elle les apporte avec un vent salé sur les falaises de ce roman, dans ce village de Bretagne, où en fait les femmes, les familles qui restent, les quelques hommes aussi, vont devoir survivre à cette guerre, et vont tirer parti un peu de la situation où les navires anglais viennent s'échouer sur leurs côtes. Donc ils vont faire en sorte qu'ils s'échouent, et pour récupérer en fait tout ce qui est dans la cargaison, le blé par exemple, pour survivre à l'hiver. Elle va les aider parce qu'elle a des étranges pouvoirs qu'elle ne semble pas encore contrôler et pas encore comprendre pourquoi elle les a. Et sur un navire qu'elle va faire en sorte de faire s'échouer sur leur côte, avec les autres femmes du village aussi, hein, mais c'est quand même l'instigatrice de tout ça. Elle va devoir se défendre et tuer quelqu'un malencontreusement, un soldat anglais qui va en fait devenir un fantôme et la hanter et partager un petit peu son corps, son esprit. Donc va naître là carrément une proximité forcée. En fait, il y a beaucoup de romans ces derniers temps que je lis avec cette trope-là, et je crois que je l'adore. Et sous différentes formes, et là c'est une forme très originale. Donc en fait, elle va l'entendre constamment dans sa tête. Donc ses pouvoirs, suite à cet événement, vont éclore. Elle va se faire repérer par les mages de ce monde qui vont en fait la prendre et lui apprendre à gérer ses pouvoirs. Là aussi, elle va se rendre compte que la réalité n'est pas toujours celle qu'on nous sert sur un plateau d'argent. J'aime beaucoup le fait de voir au-delà du prêt-à-penser qu'on nous sert, peu importe l'époque. En fait, dans tous les livres de Maïwenn Alix, il y a cette thématique. Elle le sert de façon beaucoup plus subtile dans celui-ci, alors que dans Noblesse Oblige, elle prend la télé-réalité pour le mettre en avant. Là, c'est un peu plus subtil. Là aussi, c'est un roman qui va être plus exigeant, qui va demander plus de réflexion, de patience, parce qu'il met du temps à se mettre en place. James l'anglais, qui va habiter un peu l'esprit de Jane, mais est extrêmement touchant, c'est obligé que vous attachiez à lui. Il a un peu le côté... comment vous dire? Il a un peu cette intelligence anglaise assez fine. Vous voyez ce que je veux dire? Cette noblesse de sentiment, cette noblesse d'âme, et forcément, il y a quelque chose qui se crée, un espèce de triangle amoureux. Il va être jaloux d'un personnage que Jane aime bien, et forcément, comme ils partagent toutes leurs émotions, il est obligé de les vivre avec elle. Mais attention, il n'y a pas ce côté un peu rébarbatif dont je ne peux plus, je sais pas si vous supportez encore, mais où l'héroïne ne sait pas choisir, etc. Là, il y a clairement un choix qui se fait, qui va de soi aussi. Et pareil, la fin, c'est pas possible de nous faire ça. J'ai tellement hâte d'avoir la suite.
est vraiment d'une originalité. Ce roman va défendre aussi tout ce qui va être la haine de l'autre qu'on vit à travers la guerre parce qu'il s'inspire de faits historiques. Comment on peut faire en sorte que quelqu'un commence à haïr un peuple, comment on l'entretient et comment par exemple on peut arrêter ça chez la personne une fois que c'est inculqué en lui, que c'est incrusté dans ses pensées, comment on peut décrasser un petit peu la personne de cette haine. Donc il y a toute cette dimension psychologique qui est super intéressante. En plus de ça, elle a incorporé, chose qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, mais c'est de la fantaisie, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut, un personnage avec des origines, et elle va prendre position par rapport à tout ce qui va être racisme, ségrégation et maltraitance des esclaves à l'époque. Je trouve ce livre tellement important. J'aimerais que beaucoup prennent le temps de le lire. Pas que pour la belle couverture, pas que pour le beau jaspage, parce qu'il est juste magnifique. D'ailleurs, j'adore ce côté-là, vous vous doutez. Voilà, avec les petites étoiles en haut. J'aimerais vraiment que, limite, on fasse lire ce livre dans les écoles. Hein. Dans les écoles, peut-être pas dans les écoles, mais dans les collèges au moins. Parce que je pense que c'est nécessaire. À une ère où, en fait, il y a encore beaucoup de racisme, beaucoup de... Je sais qu'on prône l'ère de l'inclusion, etc. Mais par rapport au racisme, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et voilà, ce livre, c'est une nécessité au-delà d'être une distraction par un univers de fantasy qui est hyper original et une fin qui me laisse sur ma faim. J'ai hâte d'avoir le 2 et, en plus d'avoir la petite duologie dans ma bibliothèque. J'ai lu Cœur pirate, donc de chez Hugo Roman Poche. Comment vous dire, je n'ai pas le livre, je l'ai lu en audio et il faut absolument que je remédie à ça, il faut que je me le procure parce que c'est un méga coup de cœur et si en fait il y avait un livre que je prendrais pour symboliser l'île aux lectures, c'est celui-là. En fait, c'est la parfaite romantaisie pirate, la romantaisie maritime, celle que j'aurais rêvé d'écrire, je pense. Une histoire qu'il faut que je vous décrive comme ça en fait, une histoire de liberté, une histoire d'amour, une histoire d'aventure, une histoire en fait où il y a un fond de famille mais qui va vous prendre aux tripes et le cœur en même temps. On va suivre Victoire qui est une jeune aristocrate qui n'a pour but dans sa vie que de venger sa mère qui a été tuée par un certain capitaine pirate Morgan Kerr. Et elle va s'entraîner à l'épée, c'est vraiment une femme de tête, une femme aussi remplie de haine, hein. Et ce livre, ça va être une très 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 belle métaphore parce qu'en fait, elle va passer par plusieurs étapes. Vous vous doutez, c'est une romantaisie et là, on est sur le pur enemies to lovers. Enfin, vraiment, personnellement, ils se détestent. Donc elle, son but, c'est de le retrouver, de le massacrer. Et son but, c'est un autre parti pris en fait, c'est de laver son nom. Donc en fait, il va aller à la recherche de Victoire qui pour lui est son seul laissez-passer pour la liberté parce qu'en fait, sa tête est placardée partout dans le royaume de Lys. Et il va aller à un bal où en fait il va la rencontrer et son but c'est de l'enlever. Finalement elle va se cherchant mutuellement mais allant à ce bal sous une autre identité, les événements font qu'ils se retrouvent tous les deux embarqués dans une aventure maritime et en fait elle devient un petit peu sa prisonnière. Victoire, c'est une jeune femme qui va vite se rendre compte que la vie de pirate en fait ça lui convient très bien, ou en tout cas la vie en mer. Elle ne valide pas forcément ce que font les pirates. Pourquoi ? Parce que c'était un peu la jeune femme, Alice, à marier de l'époque. Donc en fait, elle se faisait toujours courtiser par plein d'hommes, là où ça ne l'intéressait pas. Ce monde de fanfreluches, de paillettes, de robes, de dentelles, c'était pas pour elle. Elle était enfermée dans ce carcan, dans ce corsage de l'époque, en fait, où ça lui convient pas, c'est pas pour elle. C'est une femme de tête, une femme qui aime se battre, une femme qui se bat rageusement pour ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, et c'est une femme qui pense, et pour l'époque, ça dérange. Donc forcément, au milieu de cet univers de pirates, ils vont la bisuter, ils vont l'accueillir comme il se doit dans un univers de pirates, mais elle va se rendre compte qu'aussi cette apparente rugosité dont ils font preuve envers elle, ça cache des cœurs tendres et elle va se rendre compte que c'est pas forcément auprès des siens qu'on est le plus accepté. Et en fait là, elle n'a pas besoin de porter de masque et elle est acceptée telle qu'elle est.
Je n'en dis pas plus, sinon ça irait vers le spoil, et on pourrait croire que j'ai tout raconté parce que pour une romantaisie, il y a vraiment beaucoup de péripéties. Et c'est ce qui en fait un livre si addictif. Je l'ai pris complètement par hasard. Enfin, j'ai vu Cœur Pirate, je me suis dit, allez, c'est en lien avec mon compte. Et je ne m'attendais pas, mais à plonger autant dans cet univers, à être happée comme si c'était le chant d'une sirène. Vraiment, ça m'a envoûtée. Déjà, la romance, la répartie qui est folle dans ce livre. Je vous dis, le fond de famille, c'est une trope que j'aime vraiment beaucoup. Et toutes les péripéties, mais en fait, c'est dingue tout ce qui va se passer. Il y a un plot twist que j'ai vu venir, mais je les vois souvent venir, les plot twists, mais je suis bon public, et en fait, comme c'est exactement ce que j'aurais voulu qu'il se passe, ben pour moi, ça marche parfaitement, ça me convient, c'est validé. Et vraiment, voilà, en un mot, c'est le livre qui symbolisera le plus ce conte. C'est le livre, je pense, en termes de romantaisie, qui m'aura le plus porté. Et pourtant, vous savez que j'adore Il était une fois un cœur brisé, mais ça, c'est le côté un peu plus conte de fées. Et là, c'est mon côté coup de cœur pirate. Et vraiment, encore une fois, lisez-le. Mois d'avril, vraiment trop de bonnes lectures. Mais là, si vous cherchez The Romantasy à lire, c'est celle-là. Et je termine avec la parfaite petite romance historique pour l'été. Je m'attendais, en fait, je recherchais un univers proche des Bridgerton en livre, entendons-nous bien, parce que franchement, la série, je sais pas ce que c'est en train de se passer, mais c'est en train de se casser la figure, enfin, à mon sens. C'est pas possible de s'approprier une œuvre autant, voilà, ou je râle. Donc, la ronde de saison, et vous voyez qu'elle marque pas, je n'ai lu que le tome 1. Donc je m'attendais à trouver quelque chose un peu équivalent à Bridgerton. C'est bien passé au-delà de mes attentes, c'est carrément vraiment encore une fois un coup de cœur. Donc là on va suivre, j'ai mangé son prénom par contre, Annabelle, qui est un peu héritière d'une famille au cœur du désastre. Franchement, bah, leurs finances se cassent la figure. Elle va devoir, en fait, pour sauver les siens, trouver un mari dans la bonne société. Sauf que bah, forcément, elle n'est pas le meilleur parti, elle n'a pas vraiment de dot. Son plus fidèle admirateur n'est autre que Simon Hunt, donc un jeune entrepreneur ambitieux et extrêmement désopilant. Et tenez-vous bien, il veut faire d'elle sa maîtresse. Shocking. Là, on va être vraiment sur, encore une fois, la trope Enemies to Lovers, c'est une de mes tropes préférées. Donc désolée, il y en avait pas mal là-dedans. C'est très 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 spicy, hein. Tenez-vous bien. Mais il y a l'esprit un peu affûté des répliques à la Jane Austen, cette plume incisive et travaillée tout en étant poétique, car une plume qui doit représenter la période historique de l'époque. Et franchement, ça a été un pur bonheur de la lire. Et je me gardais justement l'autre partie, parce que c'est souvent, pour plus tard, parce que c'est souvent des romances qui vont quand même se ressembler pas mal, d'autant plus que là il y a un lien entre tout, bah, comme dans les Bridgerton en fait, entre tous les personnages qu'on va suivre au fil des tomes, parce qu'il y a 4 jeunes filles, donc il y a le tome 1 et 2 qui sont regroupés dans cette intégrale là, et le 3 et 4 dans un autre tome. Donc là, on suit Annabelle, et en fait, c'est 4 copines qui vont se regrouper pour aider Annabelle à trouver un prétendant digne de ce nom. Sauf qu'en fait, le deal, c'est qu'elle le fasse pour chacune d'elles. Donc vous voyez que ça peut vite ressembler, donc je coupe en deux et je lis autre chose, comme je vous ai montré entre-temps. Mais vraiment, c'est génial à lire pour l'été. J'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, même si j'étais un peu fatiguée, qu'il y avait une mauvaise météo, j'ai pris grand plaisir à vous le préparer. Dites-moi encore une fois si ça vous a plu, quel contenu vous aimeriez voir, comme j'ai du mal un peu à me lancer à vous faire des vidéos spontanées autres que des bilans en ce moment. Quelle vidéo vous aimeriez voir sur ce compte, et surtout quelle lecture dans ce que je vous ai proposé vous donne le plus envie, et si vous avez des recommandations notamment de lecture maritime pour l'été et de romantaisie maritime pirate idéalement que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Franchement, ça me soutient et ça me fait plaisir. Bye bye, merci beaucoup.